J'avais 17 ans et j'habitais la ferme de la Touche. Le dimanche 18 juin au matin, je me dirige vers Saint-Marcel pour l'office dominical, en ce jour de fête-Dieu. Lorsque je remonte le bourg, un Allemand me fait des signes au milieu de la route. Je crois qu'il me dit d'approcher, mais c'est tout le contraire. Je comprends vite que personne n'a le droit de passer et je me réfugie aussitôt chez Joachim et Rose Archambault. Au bout de quelques minutes, nous nous retrouvons à une dizaine de personnes, uniquement des femmes et des enfants. Rose propose de faire une soupe et nous demande d'aller chercher des choux au jardin. Mais les balles sifflent à nos oreilles et nous rentrons très vite. L'après-midi, nous assistons impuissants au bombardement des Anglais. Nous nous cachons dans les tranchées que certains avaient creusées pour y camoufler leurs draps et autres objets. Nous étendons les draps sur nos têtes, pensant être mieux protégés. Comme nous étions naïfs. Le témoignage de ma mère, je l'ai découvert il y a quelques années dans le livre de Jean-Claude Guil, Saint-Marcel dans la tourmente. Cette période de mon adolescence fut un cauchemar. Cette phrase résonne en moi comme la terreur. Maman ne parlait jamais de la guerre. Trop difficile, trop de cicatrices, trop de pudeur aussi certainement. Et moi, aujourd'hui, que sais-je de cette histoire, de la bataille de Saint-Marcel, des plaies et des douleurs de toute une génération? Peu de choses en réalité, si ce n'est que la grande histoire, celle du débarquement, des combats et des victimes de la barbarie nazie. Il est temps de chercher des réponses à mes questions, maintenant, avant que la dernière génération ayant connu cette période ne parte. Et au départ, la volonté de Londres, créer un maquis, c'était surtout pour le renseignement, le sabotage. C'était les missions premières. Il n'y avait aucune mission de combat. Seulement ici à Saint-Marcel, partant avec quelques dizaines de maquisards, qui se sont retrouvés quelques centaines, et puis d'un seul coup quelques milliers. Et cette bataille n'était pas prévue en tout état de cause. Seulement, voilà, elle a eu lieu et elle a laissé des traces imprévisibles. Depuis des années à Saint-Marcel, Jean-Claude Guil mène une autre bataille, celle de la transmission du devoir de mémoire. Il est donc, en quelque sorte, devenu historien malgré lui, pour les besoins de son livre. Des années de recherche, de contact, d'heures passées dans les archives, de kilomètres avalés pour se rendre sur place, se rendre compte, collecter le témoignage des derniers survivants de cette époque, comprendre. Tu as trouvé dans ces archives, dans ces dossiers, tu as trouvé des choses concernant donc ta propre famille? Bien sûr, oui. La propre famille, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, les oncles, qui ont peut-être pas participé forcément directement aux actes de résistance, mais qui étaient là pour, disons, assumer la logistique des combattants. Les fermiers des environs, tout simplement, nourrissaient les combattants qui étaient dans la nature, parce qu'il fallait bien qu'ils mangent et qu'ils dorment, et la population, sans forcément participer aux actes de combat et de camouflage ou de renseignement, aidait grandement à la logistique et hébergeait tous ces jeunes qui se trouvaient dans la nature. Et ton père, tu as des souvenirs de... Son rôle, c'était le matin, bien sûr, il fallait qu'il s'occupe de sa ferme, ses animaux, il fallait bien qu'il nourrisse sa famille, mais il participait notamment au ramassage des fameux conteneurs qui étaient parachutés la nuit et qui arrivaient de Londres. Et le matin, de très tôt, dès que le jour pointait, avec sa jument et sa charrette, eh bien, il se déplaçait dans les champs, à travers les chemins, les prairies, et récupérait tous ces conteneurs et les ramenait donc au PC de la Nouette, hein, où ensuite ils étaient triés par catégorie, bien sûr, puisque dans ces conteneurs, il faut savoir qu'un conteneur, ça pèse entre 60 et 90 kilos. Hein. Alors si c'est
Ça peut être des équipements, ça peut être de la nourriture, ça peut aussi être des armes et des munitions. Et il fallait charger ça sur sa charrette. Et il emmenait donc les différents conteneurs au PC et il rentrait chez lui pour continuer sa journée de travail. Voilà. Et ça, c'était le lot des agriculteurs du secteur de la Nouette et entre le secteur de la Nouette et le bourg de Saint-Marcel. Au départ, il y avait très peu de maquisards. Ça a été installé on va dire, au début de 1944. Pourquoi la Nouette? Ici, on était en pleine campagne, donc vous comprenez qu'il n'y avait pas d'électricité, qu'il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voie de chemin de fer, il n'y avait rien. Et c'était l'endroit idéal pour faire un maquis. Dans les bois, dans les terres. Et c'est pour ça que le commandant Guimard avait contacté M. Pondard qui avait accepté le maquis. Il fallait aussi faire preuve d'un certain courage, n'est-ce pas, pour accepter d'être le maquis, parce qu'on prenait le risque de voir les Allemands débarquer avec toutes les répressions qui pouvaient se faire à l'époque. Voilà. Et le maquis avait pris tellement d'importance qu'il est rentré dans la stratégie de l'opération Overlord pour le débarquement de Normandie. C'était un point de soutien. Il fallait empêcher l'armée allemande d'aller combattre sur le front de Normandie. Il fallait les retenir ici. C'est ce qui a fait un petit peu notre drame aussi. Et Macron disait l'autre jour à la télévision, au plateau des Glières, il mettait en avant le maquis du Vercors, comme quoi il y avait eu 80 tonnes de munitions parachutées, alors qu'ici, sur cette terre de Serran, il y a eu 450 tonnes d'armement, de munitions et diverses. Vous imaginez un peu l'importance de ces parachutages. Et donc la Nouette a été le théâtre de tous ces parachutages. Les avions arrivaient un petit peu avant minuit et déposaient leurs marchandises, si j'ose dire, et repartaient en Angleterre. Mais à l'époque, ce qui importait, c'était où on était pour la liberté, où on était pour De Gaulle, ou alors on restait fidèle à Pétain. C'était un choix à faire en quelque sorte. Si on prend l'exemple, par exemple, de la gendarmerie de Malétroit, ils ont dit non à Pétain et ils ont pris le maquis. Et donc ils ont rejoint ici toutes les forces françaises de l'intérieur, ce qu'on appelle les forces de la France libre, ceux qui ont répondu à l'appel du général de Gaulle. En poste ici, ils étaient postés ici et puis dans les bois également. Il y a eu jusqu'à 3000 personnes, mais certains étaient de passage quand même. Ils venaient chercher des armes, des munitions. Les gens savaient, après c'était un secret de polichinelle, que si on voulait des armes, il fallait venir à Saint-Marcel. Les gens ils venaient de Concarneau, il en est venu de Saint-Nazaire, mais tous les postes de maquisards du Morbihan savaient qu'à Saint-Marcel, on pouvait obtenir des armes. Et l'afflux de ce nombre de personnes est dû aussi à la loi qui avait été votée par Laval pour, disons, en quelque sorte, amadouer les Allemands. La France avait signé l'accord du service de travail obligatoire. On appelle ça les STO, mais en fait c'était toutes les classes 40, 41, 42, qui n'effectuant pas de service militaire, et étaient priés de rejoindre l'Allemagne pour fabriquer des armes. Et ces STO, refusant de partir en Allemagne, se réfugiaient dans les maquis. Et ici, il y a eu énormément de STO qui étaient formés d'ailleurs par la gendarmerie qui avait dit non au maréchal Pétain et qui formait ces jeunes au combat. Il les formait à la manipulation des armes
Et c'est à partir de ce moment-là que les Allemands ont eu vent de mouvements anormaux sur le secteur. Et ça a déclenché cette fameuse bataille du 18 juin 1944. On sait qu'il y a une mémoire dans cette bâtisse, quoi. Donc on va essayer de respecter au maximum ce qui s'y est passé, quoi. En gardant l'accès aux personnes qui veulent venir voir. Parce que c'est un lieu qu'on ne peut pas privatiser de toute façon. Et toi, du haut de tes 5 ans, quel souvenir tu as de tout ça? Oh, c'est un souvenir très, très mélangé. Hein. Je me souviens des bons moments passés avec mon papa quand il me mettait sur le dos de la jument, ça me faisait plaisir. Hein. Et ensuite, dans les derniers jours, c'est vrai qu'on était un petit peu aussi gâtés, je dirais, par les parachutistes qui nous amenaient des choses qu'on n'avait jamais vues, telles que manger un bout de chocolat, un bout de chewing-gum. C'était quelque chose d'extraordinaire de les voir armés de la tête aux pieds. Et on avait même l'impression que rien pouvait nous arriver, que l'armée allemande n'aurait fait... ils n'en auraient fait en quelque sorte qu'une bouchée. C'était pas le cas, bien entendu. Mais nous, quand on est tout jeune, on a l'impression que ces jeunes-là qui tombent du ciel, armés jusqu'aux dents, vont pouvoir nous ramener la liberté. Enfin, c'était un peu un leurre. Hein. Il a fallu attendre que l'armée de libération arrive jusque chez nous en Bretagne. En cette soirée du 17 juin 1944, la gare de la Chapelle-Carreau est allumée. Une unité de la Wehrmacht attend un train qui est en retard. Au même moment, les avions de la Royal Air Force sont en mission dans ce secteur. En voyant ces lumières, ils pensent être sur la zone Baleine, terrain qui sert à réceptionner les colis venus du ciel et qui se trouve proche de la ferme de la Noëtte, le PC du maquis. Aussi largue-t-il une bonne centaine de containers sur la gare. Surprise des Allemands qui réceptionnent des armes, des munitions et des cigarettes anglaises. L'alerte est donnée. Il se prépare quelque chose dans le secteur. Les autorités d'occupation décident d'envoyer 2 véhicules de la FEL de gendarmerie du côté de Saint-Marcel, car il n'est pas totalement inconnu qu'il s'y passe des choses. Vers 5 heures du matin, nos gendarmes allemands sont pris pour cible par les maquisards en poste. Bilan, 3 Allemands tués, 4 prisonniers et un qui réussit à prendre la fuite et à donner l'alerte. Vers 8 heures, un convoi de soldats lourdement armés arrive et encercle le bourg. Ils se dirigent ensuite vers le Bois Joli, à la chasse aux terroristes, nom qu'ils donnent au FFI. Les événements qui vont suivre marqueront à jamais la mémoire collective. L'histoire est en marche. C'est ici que l'armée allemande va investiguer le camp de la commune. Seulement, ils ne savent pas, en fait, où se trouve le poste de commandement. Parce qu'ils souhaitent aller directement attaquer le poste de commandement, le PC, comme on dit. Et ne sachant pas, ayant aperçu à proximité la propriété de la famille Bouvard, qui avait non pas un château, mais enfin une maison imposante, on appelle ça en général une maison de maître. Et c'est là que les Allemands pensent trouver les auteurs principaux du poste de commandement. Ils vont donc monter tous ces champs, on appelle ça les champs Montfort. Disposés en tirailleurs, les parachutistes allemands avancent sur un front de 500 mètres vers la ferme du Bois Joli. Une première rafale de fusils mitrailleurs tue 5 FFI et une jeune fille, Suzanne Berthelot. Malheureusement, cette jeune fille de 16 ans, qui ne demandait rien à personne, hein, a été victime de cette attaque du Bois Joli et va mourir sous les balles ennemies. Il fallait saluer l'opportunité de ses parents
d'avoir confié cette jeune fille à la famille Fablet pour ces moments difficiles. Et dans leur pensée, leur fille allait pouvoir se nourrir, vivre à la campagne, heureuse. Et quand on connaît son avenir et ce qui s'est passé, c'est terrible. C'est terrible pour la famille, pour elle, pour l'histoire. Ouais. Elle venait passer quelque temps dans cette famille paysanne, nourrie, logée. Et qu'est-ce qui arrive? Elle est tuée. Elle est tuée par la barbarie nazie, atroce. Ce panneau qui est là retrace un peu toute la vie en fin de compte qui s'est passée ici. Donc le salut du souvenir, là que vous voyez là. Donc qui honore les résistants, les FEFI, qui honore donc les SAS, qui honore les parachutes qu'on voit au loin, qui honore aussi la ferme du Bois-Joli, donc qui est derrière là-bas. Au dos du salut, vous voyez les enfants actuels de Saint-Marcel là, qui lâchent une colombe qui a été lâchée ici en face à Pierre là. Donc tout ça, voilà pour mémorer donc toutes ces tragédies là, si on peut dire. Et les piquets là-bas, vous voyez en schistre là, représentent aussi les 5 piquets noirs. Ça c'est donc les résistants, un parachutiste. Et le piquet en schiste blanc, ça correspond à la petite Suzanne Berthelot, ma petite cousine en fin de compte. La croix de Lorraine que j'ai mis aussi derrière. Donc ici, c'est des obus, des vrais obus en fin de compte. J'ai tout refait et ils ont été enchaînés en fin de compte pour dire plus jamais la guerre. Suite à cette première attaque de l'armée allemande, les maquisards répliquent et les occupants se replient en lançant des grenades fumigènes. Vers 10 h, une fois réorganisés, les Allemands repartent vers Sainte-Geneviève en déployant 400 hommes. Ils pensent y découvrir le PC de la résistance. Ils sont à nouveau stoppés par une puissance de feu extraordinaire. Vers 14 h, les Allemands reviennent encore plus nombreux. Le front s'étend sur une ligne allant des Hardy-Bellec à Sainte-Geneviève. Vers 15 h 30, la Royal Air Force intervient et bombarde une colonne de chars ennemis. C'est la panique dans les rangs nazis. Vers 18 h, plus de 1000 soldats allemands sont déployés en arc de cercle autour de Sainte-Geneviève jusqu'au hameau de l'Abbaye en ses rangs. Dans la soirée, l'ordre d'évacuation du maquis est donné. À minuit, le dépôt de munitions de la Nouette explose et la déflagration se fait entendre jusqu'à Vannes. La bataille de Saint-Marcel est terminée. Malheureusement, la guerre ne l'est pas pour autant. Pas Jean Rouillet de Saint-Marcel? Ah non. Non, mais il habitait à la Bérodet, lui. Nous sommes ici au village de la Bérodet, situé sur la commune de Boal. Et vous voyez ce chemin un petit peu embroussaillé qui mène à la rivière Laclais. Et cet endroit était réservé pour abreuver les troupeaux, tout simplement, des agriculteurs de la région. Il y avait ce qu'on appelle un gué, et les troupeaux venaient se désaltérer au gué de la Bérodet. Et c'est là que le 18 juin 1944, ma grand-mère, qui était au village de Bélec, à 500 mètres derrière moi, a décidé de nous rapatrier, moi et mon petit frère, pour disons, être éloignés de la bataille de Saint-Marcel, puisque ça commençait à pétarader jusque auprès des fermes. Là. Et là, donc, en fin de dimanche 18 juin, avec ma tante et avec ma grand-mère, nous avons traversé la rivière par le gué. Voilà, on est traversé vers les 18-19 heures le dimanche soir, et on a été reçus par des gens de Boal qui nous ont accueillis, et on a pu passer la nuit là, chez eux. Hein. D'ailleurs, on a passé la nuit aussi, la nuit suivante. Hein. Et je me souviens très bien que
À minuit, on a entendu une formidable explosion. C'était le dépôt de munitions de la Nouette qui avait été fait sauter par les parachutistes avant d'avoir effectué le retrait définitif du camp. On a été reçus par la famille de M. Joseph Gru, qui nous a accueillis et nourris pendant 48 heures. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant? Pas grand-chose. Pas grand-chose. On était perturbés. Très... C'est des émotions qui nous quittent jamais, quoi. On pourra voir la maison tout à l'heure en passant. Et on ne savait pas en ce moment-là le drame que vivait Saint-Marcel. On savait qu'il se passait des choses atroces, mais sans plus, puisque bien entendu on était coupé de toute... à l'époque, hein, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de moyens de locomotion. On était tous isolés dans notre coin. Voilà. Et quand es-tu retourné à Saint-Marcel dans la ferme familiale? Oh là là, d'une façon générale d'ailleurs, c'est les jeunes de Saint-Marcel, bon, il a fallu quitter la commune, hein, il n'y avait plus de maison, on n'avait plus à se nourrir, on n'avait plus à s'habiller, puisque on faisait partie aussi, le village des Hardy-Bellec où j'étais par exemple, tout avait été brûlé dans la semaine qui a suivi la fameuse bataille du 18 juin, et les maisons étaient complètement détruites. Hein. Donc les gens sont réfugiés, beaucoup sur Pleukadec, hein, du côté de la Vindmen, il y avait beaucoup de gens du bourg. On en trouve également beaucoup sur Serran et Saint-Guillaumard. Les gens se réfugient un petit peu partout. En ce qui concerne ma famille, puisque le papa étant tué, on s'est réfugié chez un oncle à la ville Burel en Pleukadec. C'était pas pareil pour tout le monde, vous savez. Il y avait ceux qui n'ont pas payé, je dirais, un tribut très lourd à la guerre. C'est-à-dire que vous aviez des familles entières où il n'y avait ni morts ni blessés. Et donc c'était pas forcément triste d'aller vivre chez les cousins et de vivre une expérience aussi. Hein. Ça pouvait même être source de, je sais pas moi, de joie et de bonheur. En ce qui nous concerne, c'était différent parce que il nous manquait le papa. Voilà. C'est tout. Il manquait toujours quelque chose, hein. Forcément. Hein. Enfin, nous, on est restés groupés, moi et mon frère et ma sœur à l'époque. Et le maire de Saint-Marcel avait... Ben, écoutez, il avait offert le poste de secrétaire de mairie, puisqu'on n'avait plus de secrétaire de mairie. Et c'est maman qui a fait office de secrétaire de mairie, donc elle avait de quoi survivre, puisqu'elle avait un emploi. Et elle a pu ainsi nous élever dans des conditions qui sont acceptables. La particularité, bien entendu, des archives municipales de Saint-Marcel, c'est qu'elles s'arrêtent toutes au 18 juin, c'est-à-dire à la bataille de Saint-Marcel, puisque à compter du 18 juin 1944, il n'y aura plus d'enregistrement, puisqu'il n'y a plus de maire, il n'y a plus de secrétaire, il n'y a plus de mairie. À compter du 10 juillet 1944, la mairie aura subi un incendie de la majorité de ses archives municipales. Tu as passé combien de temps, toi, à chercher tous ces documents, à fouiller? Au départ, c'était simplement une accumulation de documents, de photographies, dans la mesure où on pouvait encore s'en produire, de témoignages.
Et ensuite, ça a commencé sérieusement en 2006-2007 pour la sortie du livre qui s'est faite en 2012. Donc ça fait déjà 9 ans. Et encore aujourd'hui, on découvre une partie de ce formidable iceberg qui a constitué la résistance dans le Morbihan, en Bretagne, et principalement sur le site de Saint-Marcel, puisque c'est là que mon père a été tué, et il y a encore des découvertes à faire, et je cherche toujours. C'est la fête Dieu. Je vais à la messe. Nous sommes un groupe de 6 personnes. Arrivés au bourg, un groupe d'Allemands nous interpelle. Et nous nous retrouvons enfermés et prisonniers dans la cave Bélec, proche de l'église. 18 personnes sont dans cette cave en ce matin du 18 juin. Les soldats nous interdisent de quitter les lieux car la grande salle principale du café est réquisitionnée par l'armée des occupants. Elle fait office d'infirmerie pour de nombreux Allemands blessés, mais aussi de morgue, pour le nombreux tués par les maquisards et les parachutistes. Nous sommes pris au piège. Nous restons dans ce cagibi jusqu'au lendemain matin. Encore aujourd'hui, je me rappelle le nom de chacune des personnes présentes avec moi. Je vous laisse imaginer l'impact psychologique que cet événement provoque dans ma tête de petite fille de 10 ans. Chacun de nous envisage la fin de sa vie dans cette cave. Allons-nous mourir fusillés, victimes de l'explosion d'une grenade ou bien brûlés au milieu des flammes d'un incendie? Je suis jeune et j'ai une envie folle de vivre. De matériel. Attends, là. Ça serait pas le L. Du coup, j'ai fait encore L. Mais là, ça fait bizarre. Maintenant, L. Oui, mais le musée, c'est là. Hein. C'est par là. Thomas, mais le musée, il est là, du coup. Bah, c'est par là, le sud. Oui, on part par là. Mais oui, non, c'est par là, le sud. Non, regarde. Cet après-midi, on va se souvenir ensemble des morts de Saint-Marcel. Et se souvenir aussi que cet après-midi, vous avez découvert ce jeu de piste. Vous avez fait ce jeu de piste sur un mode de jeu, justement, sur un mode un peu ludique. Mais il faut se souvenir qu'il y a 75 ans, ici, ça n'avait rien d'un jeu, hein, vous le savez. Il s'est passé des choses dramatiques. Et ces stèles, comme celles qu'on a derrière nous, ces monuments commémoratifs, sont là pour nous le rappeler. Après la bataille de Saint-Marcel, hein, après la bataille du 18 juin, dont on a parlé aujourd'hui, eh bien, les Allemands sont revenus. Ils sont revenus, ils sont rentrés dans le camp de Saint-Marcel, dans le périmètre du camp, et il n'y avait plus de résistants, il n'y avait plus de parachutistes SAS. Ils avaient tous réussi à se replier dans la nuit, et les Allemands sont arrivés pour essayer de réduire ce camp, de réduire cette poche de résistance, et ils ont découvert un camp désert. Et ils ont été furieux, et ce qu'on appelle des représailles se sont abattues sur le bourg de Saint-Marcel, sur les fermes qui étaient dans le périmètre du camp. Le 18 juin, donc vers midi, mon papa sentait que la bataille devenait assez difficile pour les maquisards et les parachutistes SAS. Et avec mon petit frère, il nous fait évacuer sur la ferme de mon grand-père. Donc avec mon frère, on s'en va chez le grand-père et le lundi matin, lorsqu'une troupe de Géorgiens, c'est-à-dire une troupe de soldats du Troisième Reich, arrive, tous les gens qui étaient dans le hameau ici d'Erdi-Bélec se retrouvent dans la maison de la famille Ayoul. Et le matin, en arrivant, les soldats tirent sur mon père, c'est lui qui va prendre la première rafale et il va tomber bien sûr sous le coup des balles. Vous saviez quel âge quand... Alors j'avais quel âge? Alors j'avais 5 ans, mon petit frère avait 2 ans et ma petite sœur avait 2 mois, ou 3 mois, enfin presque 3 mois. Ouais. Ensuite ils vont tuer la grand-mère de 83 ans, Madame Ayoul, et ils vont ensuite tuer un jeune homme de 15 ans, Yves Ayoul, que vous voyez là. Et là, ils vont essayer de tuer une jeune fille qui était employée chez nous, Madame Lemaître, enfin Jeannette Archambault, qui avait 15 ans. Mais elle va réussir à s'échapper à travers bois.
En 1944, j'ai 17 ans et je suis servante chez Monsieur Gill, à la ferme des Hardy-Bellec. Je viens d'échapper à la mort il y a quelques instants. Je cherchais à fuir, prise de panique, alors qu'un soldat venait de tuer devant mes yeux plusieurs civils. En traversant la cour, je bute contre une pierre au moment où un coup de fusil retentit. Je tombe à terre, l'Allemand me croit morte et poursuit son chemin. À cet instant, je pense que la Providence m'a épargnée. Après quelques secondes, je relève la tête et je me remets debout, et je file à travers les champs Montfort, en direction du Bois Joli. J'arrive dans un chemin creux au lieu dit le Calvaire. J'aperçois un Allemand en faction qui semble dormir. À toute vitesse, je traverse la route. J'enjambe des cadavres de soldats nazis, puis j'escalade un fossé abrupt. Réveillé par le bruit de mes pas, l'Allemand tire dans ma direction. Par chance, je suis passé de l'autre côté de la douve. Je termine ma course dans le cimetière de Saint-Marcel. L'ennemi continue de tirer, mais par bonheur, aucune balle ne m'atteint. La chance m'accompagne toujours. Ce chemin a une histoire parce que le lendemain matin, Madame Archambault, le maître, va fuir les Hardy-Bellec et elle va longer ce chemin sur à peu près 1 kilomètre et elle va découvrir un nombre imposant, des centaines de cadavres ennemis qui sont tout du long de ce chemin. Les premiers soldats qui ont été confrontés aux maquisards et aux parachutistes, c'était les soldats de base, n'est-ce pas? Le commandement, proprement dit, était sous la responsabilité des Allemands, mais les soldats de base, c'était aussi quelque part un peu de la chair à canon, voyez-vous. Hein, c'était en quelque sorte des sous-soldats et c'était eux qui étaient en première ligne de feu. D'ailleurs, la particularité, mais ça c'est bien connu dans le domaine public, ces soldats étaient confrontés face à eux par des maquisards et des parachutistes. Beaucoup avaient, semble-t-il, envie de faire demi-tour parce qu'ils en avaient assez de cette guerre. Malheureusement, si ils leur prenaient l'envie, n'est-ce pas, de faire demi-tour et de ne pas affronter l'ennemi, c'était les soldats allemands eux-mêmes qui leur tiraient dessus. Voyez-vous, hein? D'une façon, ils avaient les maquisards qui les tuaient de face, et s'ils avaient le malheur de faire demi-tour, c'était les Allemands qui les tiraient dans le dos. Ça, c'était bien connu. Et la particularité des combattants qui se trouvaient sur Saint-Marcel, c'est qu'il y avait un grand nombre de Géorgiens, tous ces soldats qui avaient refusé l'exploitation par Staline, qui les destinait au goulag de Sibérie et qui ont préféré signer cette fameuse convention d'adhésion à Hitler, ne serait-ce que pour vivre, pour manger, pour s'habiller. Ils sont retrouvés tout simplement dans la peau de tous ces soldats de la Wehrmacht, n'est-ce pas? Et à Saint-Marcel, il y avait un grand nombre de Géorgiens, et ça a été bien entendu les premiers à, si j'ose dire, à se faire tuer sur ce maquis. En fait, ici, la bataille va démarrer donc, ce 18 juin 1944, tôt le matin, pour finir tard dans la nuit. Mais en fait, ça a été le jour de combat principal. Mais après, les Allemands sont restés. Le commandant, le colonel Bourgoin, a donné ordre d'évacuer le camp avant minuit. Il fallait évacuer le camp et disparaître dans la nature. C'est-à-dire que tous les hommes sont partis. Tous les soldats, tous les civils, tous ces STO qui se trouvaient sur place. Bon, la bataille, c'est fini.
tous les maquisards sont invités à regagner leur foyer. Les Sas, direction la vallée de la Clé par petits groupes et vous attendez les ordres. Allez, on y va. Il ne restait dans Saint-Marcel, sur place, ou en tous les cas sur le territoire intramuros du maquis, il ne restait éventuellement que des femmes et des enfants. Ou alors les maisons étaient carrément vidées. Et qui serait venu chercher tous ces corps, leur donner une sépulture décente? Il n'y avait que la Croix-Rouge éventuellement. Et la Croix-Rouge n'avait pas forcément accès dans tous les lieux et dans tous les endroits. Il aura fallu l'accord des autorités militaires allemandes pour pouvoir enfin venir recueillir tous ces cadavres. Et là, c'est la Croix-Rouge qui s'en est occupée, afin de leur donner une sépulture plus responsable et plus acceptable. Ça, c'était le 18 juin, donc les corps ont été relevés le 10 juillet 1944, donc vous comptez 18 juin, ça fait 13 et 10, ça fait 23 jours. Les corps sont restés là en plein soleil, dénudés en partie, et c'est assez choquant, si vous voulez, c'est traumatisant, même c'est le terme qui convient, de voir tous ces corps qui sont restés sur le terrain, sans sépulture, sans rien. Voilà. Abteilung! Achtung! Vive de Gaulle! Vive la France! Feuer! 1965. Louis Le Guenec n'est pas revenu à Saint-Marcel depuis 21 ans. Il interpelle un employé municipal. J'ai fait ici en 1944 une pénible corvée. J'ai été arrêté à Guégon et avec 2 camarades d'infortune d'à peine 17 ans, nous avons été contraints de creuser une fosse afin d'y déposer 6 cadavres criblés de balles. L'employé municipal prévient le maire qui, accompagné de quelques citoyens dont Jean-Claude Guil, décide de se rendre sur les lieux indiqués. Il ne leur faut pas 1h30 pour découvrir les premiers ossements. Plus de 20 ans après la bataille et les représailles, les habitants sont replongés brutalement dans le passé. Et qu'est-ce qui fait que vous soyez là, hein, comme nous, là, qui arrivons ici par hasard, hein? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune homme de mon village, monsieur Émile Morel, qui était commandant d'une compagnie de FFI de Malétroit et qui a participé au fameux combat de Saint-Marcel du 18 juin 1944, au cours duquel les Allemands ont subi un revers assez important. Et bien entendu, ce qui s'est passé après cette fameuse bataille de Saint-Marcel, ça a été les représailles contre les combattants, les forces françaises de l'intérieur, les maquisards et les parachutistes SOS qui avaient sauté sur Saint-Marcel au mois de juin 1944. Monsieur Morel a été vraisemblablement dénoncé par certains collabos et il a été fait prisonnier à la prison Nazareth à Vannes. Et cette prison a rassemblé tous les maquisards que vous voyez ici, qui étaient arrêtés par la Wehrmacht. Le colonel Ries, commandant de la commandanture de Vannes, va demander au major Esser, un Allemand, de fusiller tous ses responsables et tous ses maquisards parce que la prison est pleine et il n'y a plus de place. Et 2 autocars
vont quitter Vannes le 11 juillet 1944 pour venir ici, à Saint-Pierre-Quiberon. Et le 13 juillet, le colonel Ries ordonne au major Esser de fusiller tous ces gens. Et on a l'impression que les Allemands refusent de fusiller ces gars sans qu'il y ait eu de jugement, bien sûr. Et il faudra attendre le lendemain, le 14 juillet 1944, pour que ce qu'on appelle les soldats de l'armée rouge, les Géorgiens, vont fusiller ces pauvres gens. Les responsables allemands n'avaient pas envie que l'on découvre après la guerre leurs méfaits, vont dresser 3 murs successifs. Hein, d'abord un mur de pierre, ensuite c'était de la terre. Les gens ont continué à creuser, un autre mur, et encore un peu de terre, et encore un 3e mur, et c'est là qu'ils vont découvrir l'horreur effroyable de ces gens qui ont été massacrés et malheureusement fusillés par ces fameux Géorgiens. Et on les a découverts combien de temps après? Alors on les a découverts à la Libération. Une grosse partie de ces gens qui ont été fusillés étaient les lèvres cousues avec du fil de fer, hein, pour les empêcher de crier. Parce que forcément, tous ces jeunes hommes n'avaient pas envie de se laisser fusiller. Ils ont trouvé l'horreur. Et même certains ont découvert des inscriptions qui voulaient dire qu'ils n'étaient pas tous complètement morts quand ils ont été jetés dans la fosse. Ce n'est qu'un épisode parmi tant d'autres, mais c'est un lieu emblématique de la tyrannie allemande. C'était la Wehrmacht. La première fois que tu es revenu ici, qu'est-ce que tu as ressenti? Une très grande émotion. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur Émile Morel, qui était le lieutenant FFI qui commandait la compagnie de Malétroit. Et quand j'ai vu son histoire, son parcours, forcément ça remue les tripes, hein, parce que malheureusement il a été sans doute victime d'une dénonciation à la suite du combat de Saint-Marcel, et il aura payé de sa vie tout ce qu'il a fait pour la libération. Est-ce que ça ramène aussi au fait que ton père, toi, soit dans cette histoire et était aussi victime? Oui, bien sûr, ça. On a une pensée pour tous ceux qui participaient, puisque c'était, même si c'était quelquefois des groupes de différentes régions, de différents secteurs, c'était une grande famille, le maquis. Que l'on soit Force française de l'intérieur, que l'on soit FTP, que l'on soit parachutiste SAS, ou que l'on soit simplement un habitant qui vit au cœur du maquis et qui participait à la logistique, nous étions tous pour la même cause, avec les mêmes motifs et la même détermination. Tous ces jeunes qui défilent dans notre tête, qui ont vécu ces moments, c'est quelque chose qui ne nous quittera jamais. Et, comme on dit, c'est marqué sur le disque dur de la mémoire. La plaie sera toujours là, et maintenant il faut aussi relativiser, parce que il y a eu d'autres guerres, comme je disais tout à l'heure, il y en aura d'autres. Maintenant, c'est quelque part, oui, peut-être un soulagement d'en parler, parce que ça peut aussi faire évacuer les toxines
toxine intérieure, hein, et d'essayer de voir autre chose, hein, d'évacuer déjà la haine, mais sans pour autant effacer la mémoire. Pardonner, oui, mais évacuer la mémoire, c'est autre chose. Il faut que ça traverse le temps et que le temps fasse son œuvre. Voilà. Vous avez 5 ans à l'époque? Oui. Quand votre papa est tué ici. Comment dans la tête d'un petit garçon de 5 ans on comprend ce qui se passe entre le décès de son papa, la guerre autour? Oui. Alors ça c'est assez effroyable, bien sûr. Pendant 10 ans, j'ai fait des cauchemars. C'était toujours le même cauchemar, toujours. Et un beau jour, aux alentours de 15 ans, ça a disparu comme par enchantement. Et bon voilà, c'était un sentiment d'injustice aussi. Alors forcément, là, on a mis du temps à se reconstruire. Hein. Si tant est qu'on y arrive, on était habillés, on n'avait plus rien, on n'avait plus d'habits. On était habillés par des cousins qui nous prêtaient des effets personnels. Et chaque personne avait un rêve particulier. Cette dame-là qui s'est sauvée, que les Allemands n'ont pas réussi à tuer, avait aussi des cauchemars comme ça pendant des années. Et encore aujourd'hui, elle vit à l'EHPAD et quand elle n'est pas bien, la nuit, elle fait encore des cauchemars. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux enfants aujourd'hui? Qu'ils ont de la chance de vivre dans un pays qui est libre. On voit que les hommes qui dirigent le pays mettent en avant que depuis près de 75 ans, la France n'est plus en guerre, mais que quand même, il faut faire attention parce que la bête immonde n'est toujours pas morte. Donc, soyez prudents et ben, bonne chance à vous. Je vous remercie parce que vous avez été très sages. Et pour nous, c'est important. Oui? Merci à vous. Et nous sommes très heureux de te recevoir. Le lieu est très fort pour toi, pour beaucoup de raisons, vous le savez. Alors Jean-Claude, c'est à toi la parole. On t'écoute avec assiduité. Alors bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour effectivement le 75e anniversaire. Je voudrais saluer Yvonne, qui est la seule survivante avec Madame Lemaitre, si tu veux te présenter, la seule survivante de la tuerie d'Hardybellec. Elle avait 1 mois, voilà, quand les Géorgiens sont venus. Ils ont tué son oncle, ils ont tué son arrière-grand-mère et ils ont tué mon papa. Et Yvonne est passée à travers. Voilà. Merci Yvonne. Alors effectivement, ce lieu des Hardybellec, terre de mémoire, terre d'histoire, terre de souffrance. Sur ces terres où nous avons versé des larmes de sang. Alors pourquoi revenir 75 ans après sur ce maquis de Saint-Marcel, sur cette bataille du 18 juin 1944? Tout le monde connaît les faits d'armes. Ce qui s'est déroulé ici, avant et après ce dimanche de fête Dieu, Saint-Marcel n'a pas choisi le maquis. C'est le maquis qui a choisi Saint-Marcel. Et les hommes, les femmes, les civils l'ont accueilli dans la sobriété, dans l'humilité, mais aussi
dans la pudeur et dans l'honneur. Nous devons beaucoup à la population civile. Il fallait reconstruire les routes, reconstruire les maisons. Et nous, à Saint-Marcel, particulièrement, il fallait surtout reconstruire les hommes, reconstruire les esprits. Et ça a été difficile. Et on a peut-être un petit peu, je dirais, manqué cette mémoire à transmettre dans les générations qui nous ont suivis. Alors on a peut-être sauté une ou deux générations pour maintenant revenir et essayer de les approcher au niveau de la mémoire. On n'a pas transmis, parce qu'on ne voulait pas transmettre la haine, la douleur, la souffrance. Alors nos enfants, ben, ils ont connu l'électricité, l'eau au robinet, les salles de bain, la télévision, Internet, les téléphones portables. Et on n'a pas su transmettre la mémoire. On voulait leur apporter quelque chose de majestueux par rapport à ce que nous avions vécu. Et ça a creusé quand même une forme de fossé. Alors on essaye aujourd'hui de rétablir un peu les valeurs qui ont pu animer nos ancêtres, nos parents. Tu penses avoir pardonné aux soldats allemands, aux Géorgiens qui ont tué ton père? Oui, je pense que je peux arriver à ça, oui. Et je crois que oui, on peut pardonner à ces gens qui ils ont été utilisés comme des sous-hommes, quelque part. Ces Ukrainiens, ces Géorgiens qui rôdaient dans le Morbihan, qui ne faisaient même pas partie d'une Wehrmacht telle qu'on l'a connue en 1940, quand ils sont arrivés. Et c'était un petit peu ce qu'on appelle généralement des mercenaires, qui agissaient par groupe, quelquefois même sous l'emprise d'une alcoolisation très forte, et qui ne maîtrisaient plus trop leur marche, en quelque sorte. Est-ce qu'aujourd'hui tu as encore du mal à en parler de cette période? Peut-être un peu moins. Moins de mal, parce que le temps aussi fait son œuvre. Hein. Le vieillissement des cellules aussi, d'ailleurs, ça y contribue largement. Ouais. Non, je crois qu'il faut rester calme et essayer de garder les valeurs principales qui étaient les nôtres, et c'est celles de nos parents qui ont largement contribué à faire de la France ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. C'est bon pour moi. Merci Jean-Claude. Merci. Voilà.